Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment avoir le charisme d'un saint. Pendant longtemps, les chercheurs se sont acharnés à essayer de comprendre comment est-ce qu'on formait un leader charismatique, comment est-ce qu'un leader charismatique faisait pour arriver au pouvoir et pour influencer le public. Et ça a en fait longtemps été un véritable trou noir dans la littérature scientifique. C'était même une discipline qui n'était pas forcément prise au sérieux, jusqu'à ce que Burns, un politologue, en 1918, théorise et conceptualise ce qu'il va appeler le leadership transformationnel. Il va mettre le leadership transformationnel en contraste avec ce qu'il appelle le leadership transactionnel. Leadership transactionnel, c'est un leadership qui repose sur une autorité bureaucratique. On va motiver les salariés avec si vous voulez, on va les motiver économiquement avec des récompenses comme le salaire, avec des punitions comme la peur de perdre son boulot. Et le leadership transformationnel, c'est un leadership qui repose sur une vision qui est beaucoup plus visionnaire et passionnelle et qui repose sur le sentiment de transcendance de soi. Le fait d'aller au-delà de ses besoins, de ses propres besoins et de se diriger vers une vision et vers un idéal. Il y a une phrase qui résume plutôt bien ce qu'est le leadership transformationnel, une phrase que j'aime bien pour résumer ça. C'est la phrase de JF Kennedy dans un de ses discours. Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Ne demande pas ce que le pays peut faire pour toi, mais plutôt ce que toi tu peux faire pour le pays. Puis en 1985, il y a un psychologue industriel qui s'appelle Bernard Bass, qui va reprendre la théorie de Burns et qui va segmenter le leadership transformationnel en 4 types de comportements, qu'il va appeler les comportements transformationnels. Donc il va y avoir Idealized Influence, donc c'est le premier comportement pour décrire un leader transformationnel. Idealized Influence, c'est influence idéalisée, donc ça veut dire être capable d'incarner un idéal, d'incarner un modèle à suivre, être un modèle à suivre pour sa communauté, et surtout un modèle en termes non seulement de confiance en soi, mais surtout en termes de confiance aveugle en sa propre vision. Et c'est ça qui va inspirer la loyauté chez la communauté, chez les followers, comme on dit en anglais. Le deuxième point, c'est Inspirational Motivation, donc la motivation inspirationnelle, d'être capable de susciter l'enthousiasme dans son discours, dans la forme comme dans le fond, mais aussi dans les actions symboliques. Et être capable de rassurer et de susciter la confiance de ses followers. Le troisième point, c'est la stimulation intellectuelle, intellectual stimulation, donc de donner des éléments pour pouvoir remettre en cause le statu quo, remettre en cause l'ordre qui est établi. Et le quatrième point, c'est individual consideration, donc la considération individuelle, c'est prendre en compte les besoins spécifiques de chaque personne, prendre en compte les forces de chacun, les faiblesses de chacun, et pouvoir les réajuster dans la vision. Ce que je viens de vous décrire là, c'est ce qu'on appelle le modèle de la théorie multifactorielle du leadership. C'est le modèle le plus sérieux, le plus rigoureux scientifiquement parlant pour parler du leadership et notamment du leadership transformationnel. Et leadership transformationnel, c'est un mot scientifique pour parler du charisme. Voilà ce qu'est le charisme. Maintenant que je vous ai un petit peu défini ce qu'était le charisme, je vais me permettre de vous donner un peu mon point de vue sur ce que je pense du charisme. Je pense qu'il y a un biais chez beaucoup de gens qui est de résumer le charisme à son aspect le plus superficiel, c'est-à-dire le non-verbal, ce qu'on pourrait appeler le delivery en anglais. Donc c'est le langage du corps, la manière de parler, le regard, tenir le regard, la tonalité, etc. Au détriment de son aspect le plus profond, ce qui fait l'essence même du charisme, à savoir la vision. Charisma en grec, ça signifie don divin, grâce de Dieu. Et qui vous dit que ce don, en fait, ce n'est pas une connaissance, une croyance inébranlable en l'avenir, une vision dont le leader charismatique est obsédé, dont il est totalement convaincu. Alors évidemment, savoir bien parler, charmer, communiquer, tout ça c'est extrêmement important dans le charisme. Mais sans vision, il n'y a pas de charisme. Au final, la communication ne devrait être que le porte-étendard de la vision. S'il y a une vision, c'est qu'il y a un problème à résoudre, c'est qu'il y a quelque chose à améliorer, donc qu'il y a un contexte spécifique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le charisme n'est pas uniquement le fruit de caractéristiques personnelles, c'est aussi situationnel. C'est-à-dire que le charisme naît d'une interaction entre un individu et un contexte spécifique. Sans pharisiens, il n'y a pas de Jésus. Sans traité de Versailles, il n'y a pas d'Adolf Hitler. Et sans capitalisme, il n'y a pas Taylor Durden. Être charismatique, ça nécessite d'être ancré dans le monde dans lequel on vit, d'être à l'écoute d'une communauté qui a un problème à résoudre et qui est à l'écoute d'une solution. On est donc sur du situationnel. Alors on ne peut pas parler de charisme sans contextualiser au divin et au christianisme.
D'ailleurs, j'ai chopé une phrase dans un texte religieux qui résume assez bien ce qu'est le charisme. Je vous la lis tout de suite. Le charisme n'est d'abord donné aux personnes pour leur sanctification personnelle ou leur bien spirituel, mais pour le bien commun, c'est-à-dire le bien de l'Église et de la mission. Charismatique, c'est pas pour briller personnellement, c'est pour faire briller la communauté. Les premiers véritables hommes charismatiques, c'était les chrétiens, ou du moins les apôtres, ou ceux qui propageaient le message de Jésus auprès des Juifs. En fait, ils arrivaient dans un contexte où il y avait un ordre moral qui était très rigoureux, selon eux du moins, mais un ordre moral qui était bien établi. Et eux ils remettaient ça totalement en cause, et ils apportaient une vision nouvelle, moderne, extrêmement moderne et créative, à savoir donc une vision d'amour qui dénote totalement avec l'Ancien Testament, avec la violence de l'Ancien Testament, une vision où Dieu pourrait être incarné par un être humain, et ça demandait énormément de couilles. Et c'est parce que ces mecs-là étaient possédés par leur vision, c'est parce qu'ils étaient convaincus du plus profond de leur être que c'était la solution pour se rapprocher de Dieu. C'est pour ça qu'ils étaient charismatiques, pas parce qu'ils essayaient d'être stylés à l'oral. Et c'est justement cette croyance inébranlable dans leur message, dans le message de Jésus, qui faisait que c'est ça qui leur donnait des ailes au final. C'était cette transcendance de soi. Au final, l'homme le plus charismatique, c'est celui qui sacrifiera sa propre personne pour sa vision et pour sa communauté, pour la communauté qu'il sert. Et le sacrifice, il peut se faire au sens figuré, mais aussi parfois au sens propre. Le saint est une personnification du charisme, c'est un modèle de transcendance pour ceux qui le suivent. Voilà comment je vois le charisme. Prochaine vidéo, je vous parlerai du charisme de Tyler Durden dans Fight Club. À bientôt les gars.